Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le jour où il a voulu l'humilier, sans savoir à qui il avait affaire. Un lundi matin ensoleillé, dans les rues animées du centre-ville de Charlotte, Caroline du Nord, Rachel Coleman marchait d'un pas maîtrisé en direction du palais de justice. L'air était encore frais, les premières lueurs filtrant à travers les bâtiments de verre et d'acier. Des hommes en costume traversaient les carrefours en consultant leur téléphone, des femmes pressées ajustaient leurs sacs à main, mais Rachel ne semblait ni pressée, ni distraite. Elle avançait avec cette sérénité qui impose le respect, sans l'exiger. Son tailleur gris perle, parfaitement taillé, soulignait sa stature élancée. Elle portait des talons sobres, sa sacoche en cuir noir battait doucement contre sa cuisse à chaque pas. Ses cheveux, réunis en un chignon élégant, trahissaient à la fois la rigueur et le soin. Les lunettes posées sur son nez ne cachaient pas ses yeux, des yeux calmes, mais perçants, habitués à observer, à analyser, à juger. Elle passa devant les grandes colonnes du tribunal, longea la barrière métallique du parking réservé au personnel judiciaire, et c'est là que l'histoire dérapa. L'officier Travis Beckett, un homme blanc dans la quarantaine, casquette basse, lunettes teintées, gilet pare-balles légèrement déboutonné, s'appuyait nonchalamment sur sa voiture de patrouille. Il mâchait lentement un chewing-gum, regardait les gens passer avec l'air de celui qui a vu trop de visages et plus assez d'âme. Lorsque ses yeux se posèrent sur Rachel, son regard changea subtilement. Il redressa son dos, se détacha de sa voiture, et s'avança, comme un chien qui flaire quelque chose qu'il ne comprend pas mais n'aime pas. Il intercepta Rachel avec un geste sec, tendant une main vers elle sans même saluer. « Et vous, madame? Vous allez où ?» Rachel s'arrêta. Elle savait ce ton. Elle l'avait entendu depuis qu'elle avait 13 ans, dans les magasins, dans les aéroports, même parfois dans les couloirs d'université. Ce ton, c'était celui qui refusait de croire qu'une femme noire pouvait marcher avec dignité sans avoir quelque chose à prouver. Elle le regarda calmement, sans hausser la voix. « Je vais au tribunal. Je travaille ici. » L'officier haussa un sourcil, légèrement agacé par sa réponse directe mais respectueuse. Il plissa les yeux, regarda autour de lui, puis reporta son attention sur elle avec une suspicion mal dissimulée. « Et c'est censé me convaincre ? Montrez-moi une pièce d'identité. » Rachel ne dit rien. Pas un soupir. Elle ouvrit doucement sa sacoche, en sortit sa carte professionnelle, qu'elle tendit avec une lenteur contrôlée. Il la saisit brusquement, sans même un « merci ». Ses yeux balayèrent la carte. Il lut à haute voix d'un ton sarcastique. « Rachel Coleman. Assistante juridique ?» Il marqua une pause, puis ajouta avec un petit rire en coin. « MMH, ça reste à vérifier. » Rachel le fixa sans broncher. Un silence tendu s'étira. À cet instant, elle aurait pu parler. Elle aurait pu lui dire. « Lisez mieux. Ce n'est pas assistante. C'est juge. Juge fédéral. » Mais elle ne le fit pas. Pas parce qu'elle avait peur. Mais parce qu'elle savait qu'il tomberait de plus haut. Alors, avec une douceur presque provocante, elle demanda. « Merci, officier. Puis-je passer maintenant ?» Il lui rendit la carte sèchement, sans un mot d'excuse, et s'éloigna, jetant un dernier regard chargé de dédain ou d'incertitude. Rachel rangea sa carte, reprit sa marche sans se retourner. Elle entra dans le bâtiment. Les lourdes portes de verre se refermèrent derrière elle. Dans l'ascenseur en marbre gris, seule, elle appuya sur l'étage. Le miroir face à elle renvoyait une image digne, mais derrière ses yeux, une pensée persistante brillait. Elle soupira. Pas de colère. Pas de larmes. Juste cette lassitude silencieuse, celle des femmes noires qui réussissent malgré le système, et non grâce à lui. Et pourtant, quelque chose dans l'air semblait différent. Elle le sentait. Cette fois, l'humiliation n'allait pas se dissiper dans le quotidien. Cette fois, elle n'allait pas laisser passer. Rachel n'avait pas grandi dans les quartiers chics aux pelouses taillées au millimètre, où les enfants reçoivent des tablettes avant de savoir lire. Elle venait de Durham, dans un quartier ouvrier, où les fins de mois se négociaient avec des coupons alimentaires, et où le bruit des sirènes était plus fréquent que celui des tondeuses.
Sa mère, Anita Coleman, infirmière de nuit dans un hôpital sous-financé, rentrait épuisée chaque matin, les traits tirés mais le sourire intact. Son père, Marcus Coleman, mécanicien dans un petit garage familial, rentrait les mains noircies d'huile mais le cœur gonflé de fierté quand sa fille ramenait un carnet de notes impeccable. Très tôt, Rachel avait montré une intelligence vive et une curiosité insatiable. Elle lisait les journaux à 10 ans, corrigeait les fautes dans les brochures des supermarchés, et passait des heures à regarder les débats juridiques à la télévision publique pendant que les autres enfants jouaient dehors. Ce n'est pas la chance qui l'avait menée à Harvard Law School, mais une volonté brute, impitoyable même. Elle avait empilé les petits boulots, serveuse, tutrice, assistante de bibliothèque, pour payer ce que les bourses ne couvraient pas. Elle avait affronté les regards condescendants des étudiants plus riches, les remarques voilées des professeurs qui la prenaient pour une « diversité utile », les silences gênés lorsqu'elle parlait de son quartier d'origine. Mais elle avait tenu. Et elle avait brillamment réussi. Les années suivantes, Rachel avait travaillé comme procureure adjointe, puis conseillère légale, avant d'être nommée juge fédérale à 36 ans, l'une des plus jeunes du pays, et la première femme noire à siéger dans cette juridiction de l'État. Et pourtant, malgré tout cela, elle connaissait encore ce regard. Ce regard subtil, que même les gens polis ne peuvent cacher, celui de la surprise mêlée à l'incrédulité, lorsqu'elle entrait dans une salle d'audience en robe noire. Ce regard qui semblait dire « Vous êtes la juge ? Vraiment ?» Mais Rachel n'en faisait plus un combat personnel. Elle portait son parcours comme une armure, pas pour se défendre, mais pour ouvrir la voie aux autres. Elle représentait les invisibles, les sous-estimés, les effacés. Et elle ne reculait devant rien. 2 semaines après l'incident dans le parking, l'histoire fit un tour cruel du destin. L'officier Travis Beckett, ce même policier qui avait voulu la rabaisser, fut convoqué dans une affaire explosive, un recours collectif contre la police de Charlotte, accusée de pratiques discriminatoires systémiques. Les dossiers s'empilaient, interventions musclées injustifiées, contrôle aux faciès, usage disproportionné de la force. Travis y figurait parmi les agents cités à répétition. Ce jour-là, il arriva sûr de lui, le menton haut, les épaules gonflées. Il plaisanta dans le couloir avec d'autres policiers convoqués. Une bande de plaignants frustrés. Un juge va survoler ça, et on rentrera chez nous avant le déjeuner. Il ne savait pas encore. Lorsqu'il entra dans la salle d'audience, l'ambiance était sobre, solennelle. Les avocats étaient déjà en place, les plaignants installés. Il marcha d'un pas lent jusqu'au banc des témoins, s'assit, se replaça dans sa chaise comme s'il s'agissait d'un interrogatoire de routine. Mais alors, la porte latérale s'ouvrit. Rachel Coleman fit son entrée dans une robe noire à col blanc parfaitement repassée. Elle portait le sceau du tribunal sur la poitrine et un dossier à la main. Son allure était droite, posée, souveraine. Un silence glacé balaya la salle. Travis Beckett sentit son estomac se contracter. Il la reconnut immédiatement. Et pour la première fois depuis longtemps, il perdit le contrôle de ses traits. Ses doigts se crispèrent sur le rebord du banc. Il tourna les yeux vers ses collègues, mais aucun ne disait mot. Un huissier annonça d'une voix claire. Audience numéro 247B, recours collectif contre l'unité centrale de la police de Charlotte. Juge-président, Madame Rachel Coleman. Le nom résonna comme un glas. Rachel s'assit calmement. Elle leva les yeux et croisa ceux de Beckett. Son regard était calme. Mais tranchant. Pas de haine, pas de vengeance. Juste cette autorité que rien ni personne ne pouvait lui contester. Il avait voulu l'humilier. Il s'était moqué d'elle. Et maintenant, il allait devoir lui rendre des comptes. La salle d'audience était tendue comme une corde de violon. Un à un, les témoins défilèrent à la barre. Des hommes, des femmes, des adolescents même. Tous noirs. Tous porteurs d'un même traumatisme. Un jeune homme raconta comment, à 17 ans, il avait été menotté en pleine rue pour avoir marché trop lentement, près d'une vitrine. Une mère de famille évoqua un contrôle violent, devant ses enfants, parce que son véhicule semblait trop neuf pour son quartier. Un vétéran afro-américain raconta avoir été plaqué au sol après avoir tenté d'expliquer poliment qu'il était atteint de surdité partielle. Les visages se succédaient. Les larmes. Les silences.
Les regards fuyants. Et puis, il y avait les preuves. Des vidéos prises avec des téléphones portables, des extraits de caméras de surveillance. Des voix enregistrées. Des visages tordus de colère, des insultes marmonnées mais distinctes. Et à plusieurs reprises, dans l'une ou l'autre séquence, l'officier Beckett, visiblement à l'œuvre. Son nom revenait. Encore et encore. Travis, assis dans le box des témoins, ne plaisantait plus. Il transpirait. Son cou était rouge. Son avocat griffonnait nerveusement sur son carnet. Le procureur, lui, restait impassible, se contentant de laisser parler les faits. Puis, l'huissier s'avança au centre de la salle. « Madame la juge Coleman souhaite témoigner. » Un murmure parcourut la salle. Rachel, jusqu'ici restée sur son siège de juge, se leva. Avec calme. Elle déposa sa robe noire sur le dossier, révélant une tenue simple mais impeccable. Elle rejoignit la barre. Non pas en magistrate. Mais en citoyenne. En femme. En victime. Le greffier lui fit prêter serment. Elle leva la main, puis s'installa à la barre. Le silence était total. On aurait entendu une épingle tomber. Elle inspira. Lentement. Je me tiens devant vous aujourd'hui non pas pour juger, mais pour témoigner. Elle raconta l'incident. Le parking. Le regard soupçonneux de Beckett. Le ton autoritaire. Le geste brusque. La carte d'identité saisie comme si elle avait été volée. La manière dont il l'avait appelée « Madame », comme s'il disait « suspecte ». Sa voix restait posée. Chaque mot était pesé, calibré, tranchant. Elle ne criait pas. Elle n'avait pas besoin. Je n'ai pas porté plainte ce jour-là. Pas parce que ce n'était pas grave. Mais parce que je voulais que ce soit jugé en pleine lumière. Devant la loi. Devant vous tous. Elle marqua une pause. Puis tourna doucement la tête vers Beckett. Leurs regards se croisèrent. Il détourna les yeux. L'avocat de la défense se leva aussitôt, légèrement agité. Objection, voterons. Madame Coleman, avec tout le respect, ce contrôle semblait relever d'un simple malentendu, d'un protocole peut-être rigide mais nécessaire à la sécurité de tout. Rachel ne s'y a pas. Elle leva légèrement la main. Pas pour couper, mais pour rappeler qu'elle avait le droit de répondre. Laissez-moi vous dire une chose, maître. Ce qu'on appelle malentendu dans ces contextes, ce n'est jamais un incident isolé. C'est une répétition. Une spirale. L'accumulation de ces malentendus crée un système. Et ce système, c'est ce que nous sommes venus juger aujourd'hui. Elle regarda alors les jurés, un à un. Elle ne plaidait pas. Elle exposait. Elle déposait la vérité comme un fait brut, indiscutable. Ce que j'ai vécu ce matin-là n'est qu'un reflet d'un miroir brisé. Un éclat parmi des milliers. Je ne suis pas la plus à plaindre. Je suis juge. J'ai une voix, une tribune. Mais si même moi, dans mon tailleur, avec ma carte professionnelle, je suis traitée comme une usurpatrice, imaginez ce que vivent celles et ceux qui n'ont aucun pouvoir. Personne n'osait bouger. Même le greffier, qui d'habitude pianotait discrètement, s'était figé. Dans le box, Beckett avait baissé les yeux. Son avocat, cette fois, ne trouvait plus d'arguments. Rachel termina. Ce n'est pas une affaire contre un homme. C'est une affaire contre une mécanique. Une culture de l'abus banalisé. Et nous avons le devoir de l'arrêter. Ici, maintenant. Elle se leva. Regagna calmement son siège de juge. La salle, encore silencieuse, semblait avoir changé d'atmosphère. Quelque chose venait de tomber. Un masque. Un système. Un mythe. Et Travis Beckett? Il venait de comprendre que son uniforme ne le protégeait plus. Que cette femme qu'il avait méprisée dans un parking venait de détruire toute l'arrogance de son monde en quelques phrases. Quelques semaines plus tard, le verdict tomba. La salle d'audience était pleine. Journalistes, avocats, familles, militants des droits civiques, tous attendaient dans un silence tendu. À l'extérieur, sur les marches du tribunal de Charlotte, une foule s'était formée, pancarte à la main,
les yeux rivés aux écrans géants qui diffusaient en direct l'annonce du jugement. Le président du jury lut les conclusions d'une voix ferme et sans hésitation. Nous reconnaissons l'officier Travis Beckett coupable d'abus de pouvoir répétés, de comportements discriminatoires injustifiés et de violation des droits constitutionnels des citoyens. Le choc fut immédiat. Non pas de surprise, mais d'émotion. Quelques larmes coulèrent dans le public. Des soupirs de soulagement. Dans un coin, un vieil homme noir leva le poing en silence. L'officier Beckett fut révoqué définitivement de la police. Sans possibilité de réintégration. Son dossier fut classé dans les archives nationales comme un exemple de manquement grave à l'éthique du service public. Mais le tribunal alla plus loin. Sous l'impulsion des témoignages, et notamment de celui de la juge Rachel Coleman, la Cour recommanda des réformes structurelles. La révision complète du protocole de contrôle d'identité, pour éviter les dérives au faciès. La création d'un comité citoyen indépendant, doté de réels pouvoirs d'investigation, pour examiner les abus policiers. La mise en place obligatoire d'un programme de formation sur les biais raciaux et les droits civiques, à suivre chaque année par tous les agents, sans exception. Une base de données publiques des interventions policières, consultable par tous les citoyens, pour garantir la transparence des actions de la police. Charlotte, cette ville moyenne du sud des États-Unis, devenait ainsi un modèle national de réforme. Quant à Rachel, le pays entier se tourna vers elle. Des lettres arrivèrent de tous les coins de l'Amérique, de jeunes étudiantes en droit, de mères célibataires, d'anciens policiers, de professeurs, de survivants d'injustice. Tous écrivaient pour dire la même chose, merci. Vous avez mis des mots sur ce que nous vivons chaque jour. Vous avez eu le courage que nous espérions sans oser y croire. Elle fut invitée à des conférences à Washington, à Harvard, à l'ONU même. Mais elle refusait les titres de star ou de héroïne. Elle répondait toujours, d'une voix humble. Je n'ai pas parlé pour être applaudie. J'ai parlé parce que le silence me pesait trop. Elle devint un symbole, oui, mais pas d'orgueil. De résilience. De dignité sous le feu. Un an plus tard, le Sénat américain confirma sa nomination à la Cour d'appel fédérale. Un événement historique. Rachel Coleman devenait l'une des rares femmes noires à siéger dans cette haute juridiction, appelée à juger les affaires les plus sensibles du pays. Le jour de son discours d'investiture, la grande salle était bondée. Des robes noires dans la première rangée. Des juges. Des élus. Des journalistes. Mais aussi, au fond de la salle, des visages qu'elle n'avait jamais oubliés. Sa mère, aujourd'hui à la retraite, assise bien droite, les yeux brillants. Des anciens camarades de son quartier de Durham. Et une rangée de jeunes femmes noires, étudiantes en droit, droites comme des épées. Certaines avaient les larmes aux yeux. D'autres souriaient en silence. Toutes regardaient Rachel comme on regarde une montagne qu'on rêve un jour d'escalader. Rachel monta à la tribune. Elle inspira profondément, puis déclara d'une voix claire. On m'a souvent dit que je devais être plus discrète. Qu'il ne fallait pas faire de vagues. Qu'il valait mieux se fondre, s'adapter, et gagner sa place en silence. Elle marqua une pause. Mais ma place, je ne l'ai jamais volée. Je ne l'ai pas quémandée non plus. Je l'ai construite. À force de nuits blanches, de larmes contenues, de dossiers rédigés en double exemplaire pendant que d'autres doutaient que je sois à ma place. Puis elle regarda la salle. Et maintenant que j'y suis, je ne referme pas la porte. Je tends la main à toutes celles et tous ceux qui marchent derrière moi. À ceux qu'on ignore, qu'on rabaisse, qu'on interroge sur leur légitimité même quand ils ont les clés dans la main. Un frisson parcourut l'audience. Et pendant un instant, il n'y eut plus ni juge, ni classe sociale, ni couleur de peau. Seulement la force d'une vérité qui, enfin, trouvait sa voie.